S'il y a bien un genre qui est beaucoup moins débattu, beaucoup moins présent sur les réseaux et de manière générale dans les médias, c'est bien le documentaire. Ce n'est d'ailleurs pas à proprement parler un genre puisqu'il en existe des styles et des formes extrêmement variées, et ce sur d'innombrables sujets. Leur diffusion en salle est également plus compliquée et plus limitée que les autres films. Alors certains ont droit à une diffusion en streaming, là bon c'est qui tout double, soit grâce au public des plateformes le documentaire peut trouver un public qu'il aurait eu du mal à attirer en salle, mais bon il peut aussi tout simplement sombrer dans les limbes du streaming sans jamais vraiment voir le jour. Et puis certains se battent pour une sortie en salle, parfois plus limitée que d'autres. Il est donc impossible d'avoir vu tous les documentaires de l'année, et je ne vais pas faire une liste exhaustive, c'est simplement mon top 3 personnel, en soulignant que j'ai à chaque fois essayé d'aller voir les films en ayant le minimum d'informations possible, ce qui peut jouer sur mon appréciation dans certains cas. Et dernière chose, rapidement avant de développer le top 3, j'aurais aussi pu en citer d'autres que j'ai vus cette année, comme le documentaire français Stup sur l'envers du décor judiciaire marseillais, Soudan Souviens-toi pour son intéressant et instructif récit au cœur de l'histoire d'un pays en pleine réécriture, ou le documentaire Netflix La voisine idéale pour son choix de forme atypique qui offre un point de vue d'une neutralité inédite dans ce genre de récit, sans oublier bien sûr Put Your Soul on a Handed Walk pour son puissant récit devenu une œuvre de mémoire malgré elle sur le massacre de la population gazaoui. Mais du coup mon top 3 cette année commence par un film belge, Soundtrack to a Coup d'État, de Johan Grimonprez. Voilà un documentaire pas comme les autres qui mêle histoire politique et musicale aussi bien dans le fond que dans la forme, en abordant à la fois l'indépendance du Congo, le rôle trouble de l'ONU et le poids du jazz dans cette géopolitique des grandes puissances. C'est un film historique construit au gré d'innombrables images d'archives qui sont rythmées par une cinquantaine de standards de jazz quasi non-stop, ainsi que des voix off des personnages historiques et de nombreuses citations de leurs témoignages qui sont retranscrites à l'écran. Libre de toute linéarité et de didactisme, c'est un documentaire qui tisse progressivement un cadre narratif dans un impressionnant travail de montage, aussi bien visuel que sonore, qui s'impose comme une expérience enrichissante, mais aussi assez exigeante. C'est une œuvre clairement pluridisciplinaire, qui met en perspective de manière inédite une page cruciale de l'histoire de la décolonisation, dans un enchevêtrement d'intérêts sur les liens étroits entre l'économie minière du Katanga et les négociations onusiennes face à l'avènement d'un mouvement panafricain naissant et d'un mouvement non aligné menaçant de faire pencher l'organisation internationale vers un sud global. Le film met ainsi en parallèle l'héritage colonial et les mouvements des droits civiques aux États-Unis, où le jazz a à la fois servi d'outil de lutte politique et d'instrument de propagande démocratique. Ensuite, en seconde position, j'ai mis À 2000 mètres d'Andreïvka. C'est le nouveau film de Mislav Tchernov, après 20 jours à Mariupol sorti l'an dernier. Le journaliste et réalisateur ukrainien nous plonge à nouveau au cœur de ce conflit européen, mais après avoir traité le point de vue de civils attaqués découvrant la guerre, il montre cette fois la guerre à hauteur de soldats, et lors de la contre-offensive de septembre 2023. Dans une scène d'introduction interminable, le ton est donné. C'est un film lourd, dur et éreintant de par l'intensité des scènes au sein desquelles il nous embarque, en nous précipitant sur la ligne de front dans un déluge d'artillerie et de drones. C'est un cinéma aux portes de la mort qui prend aux tripes une immersion dans la réalité du chaos de cette guerre de tranchées qui rencontre la technologie d'aujourd'hui, où l'ennemi est nulle part et partout. On y suit un bataillon qui doit traverser une étroite forêt pour éviter les champs de mines et livrer un assaut frontal sur un petit village à la fois si proche et si inatteignable. C'est le récit d'hommes en déficit de troupes et en manque de moyens, mais d'abord armés de leur courage, pour conclure, comme un thriller de guerre en fait, sur l'assaut final que les journalistes ont intégralement suivi. Mais le documentaire ne se limite pas au point de vue de ses caméras embarquées. Il inclut également de nombreuses bodycams sur les soldats d'autres unités venus sur ces mêmes lieux lors des mois précédents et qui furent cruciaux pour le gain, alors à l'échelle nationale d'apparence assez minuscule, mais le gain de quelques centaines de mètres d'arbres morts. Ils ne se battent finalement et concrètement pour rien d'autre qu'un champ de ruines et un cimetière en friche. Certes, ils se battent pour leur pays, mais sur le front, leur pays c'est Verdun. L'objectif n'est au fond plus le terrain lui-même. Le combat a finalement plus lieu pour le symbole et le principe même de pouvoir se battre et pouvoir résister et garder espoir. Car même si les troupes arrivent à leur objectif, ici Andreïvka, le fait est qu'il n'y ait plus vraiment l'objectif. Ils ont beau atteindre ou non Andreïvka, le village, la ville d'Andreïvka, elle n'est plus là. Il n'y a plus la moindre population, il n'y a plus de civils, plus d'humains, plus d'animaux, il n'y a plus de vie dans ces régions et ces bâtiments qui deviennent des objectifs, il n'en reste plus que le nom. On passe maintenant à mon top 1 documentaire de l'année, et c'est un petit film qui n'a vraiment pas eu droit à une grosse sortie, enfin c'est même un euphémisme, puisque sa sortie a été extrêmement limitée et c'est bien dommage. C'est De la guerre froide à la guerre verte, l'un des films qui m'a honnêtement le plus bouleversé de l'année, toutes catégories confondues. Ana Recalde Miranda retourne au Paraguay en 2018 pour y documenter l'histoire de son pays d'origine, en auscultant un passé dicté par la violence politique et un présent marqué par une violence économique. Ce qu'elle y cherche,
c'est ni plus ni moins que les racines de cette violence en explorant les bases du système mortifère et répressif transnational que fut l'opération Condor sur le continent latino-américain. Une véritable multinationale de la répression, dont l'héritage se reflète jusque dans la catastrophe environnementale causée par un modèle industriel écocide. C'est un documentaire particulièrement fort dont l'objet a progressivement évolué au gré de l'enquête dans les limbes d'un passé et d'un présent qui se confondent dans un horizon sans fin, un désert vert, ce territoire transfrontalier quasi indépendant, connu sous le nom de République du Soja. Je rentre volontairement pas dans toute l'ampleur du sujet parce que je pense que c'est préférable de le découvrir soi-même, tant elle est sidérante et se révèle au gré des problèmes, difficultés et déviations rencontrées et empruntées par la réalisatrice au cours de son projet. Moi, il m'a profondément marqué car il fait ce que très peu d'autres films parviennent à faire. Il réunit un récit historique complexe et une réalité contemporaine complexe à travers une expression artistique cohérente. C'est un documentaire qui explore des sujets interconnectés, révèle des faits inconcevables, donne des chiffres ahurissants et réussit à mettre le tout en images dans une structure narrative esthétique mais aussi et surtout captivante. Ce film, c'est un voyage multilingue sur plusieurs années, un voyage historique jusqu'à aujourd'hui, un voyage thématique de la politique à l'agriculture et un voyage à la fois intime et collectif. Voilà donc pour mon top 3 documentaire de 2025, une année à nouveau très riche en documentaires forts, instructifs et novateurs. Sachez que vous pouvez retrouver les critiques complètes de tous ces films sur notre site ou nos réseaux, et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette liste ou à me donner vos documentaires préférés de l'année. Sur ce, à bientôt et bonne année à toutes et tous.